On commence tout de suite sur Lex Inside. On va parler du projet Larty avec mon invité, Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit à l'université Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Mélanie Clément-Fontaine, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble du projet Larty, porté par le laboratoire Dante, qui est labellisé par le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se déroulera les 10 et 11 février prochains. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet et quels sont ses objectifs principaux ? Alors, le projet Larty consiste à saisir les grands changements qu'opère l'émergence de l'IA dans le domaine du droit. Alors, on s'est réunis avec ma collègue Claire Bouclé, qui est historienne du droit, alors que je suis spécialiste du droit des données et du numérique, pour penser cette transformation. Et pour cela, on réunit des acteurs du secteur du droit, ça peut être des notaires, des juges, des avocats, pour qu'ils nous témoignent des transformations que l'IA engendre dans leur pratique. Et c'est un sujet tout à fait d'actualité. Le Sénat vient de publier un rapport, d'ailleurs, sur les transformations du métier du droit, qui est disponible depuis quelques jours avant Noël. Et ce projet a pour objectif aussi de rassembler ces réflexions et en miroir de réagir à ces évolutions, nous qui sommes enseignants aussi du droit, puisque les facultés ont pour mission, vocation à former les juristes de demain. Donc on doit prendre la mesure de ces changements. Quels sont les partenaires du projet ? Alors, les partenaires du projet sont des éditeurs de droit comme LexisNexis. Ce sont aussi des facultés de droit, puisque c'est nos principaux partenaires, et puis c'est ceux avec lesquels on a envie de poursuivre cette réflexion d'Amiens, de Strasbourg, de Paris 1, au sein du grand périmètre Paris-Saclay, puisque au sein de ce périmètre, moi j'ai en charge ce dossier-là dans le cadre de la Graduate School Droit. Alors, dans le cadre de ce projet, vous organisez une journée d'études le 11 février prochain. Quels vont être les temps forts, les grands axes ? Alors, les grands axes sont au nombre de trois. Il y a la recherche, la pratique du droit, donc les pratiques professionnelles, et la formation. Alors, la recherche, ce sera l'occasion de présenter un outil en matière de recherche dans les archives judiciaires, donc comment l'IA va transformer le travail notamment des historiens du droit, sachant qu'il faut aussi garder un peu la mesure de cette transformation, parce que, par exemple, les archives en droit sont assez peu numérisées encore. J'ai rencontré récemment un chercheur brésilien qui venait exprès en France et à Paris pour faire des recherches dans les archives nationales, donc pour dire que l'accessibilité n'est pas encore énorme, et donc le traitement par des IA est encore à ses débuts. Le deuxième temps, c'est les transformations des métiers du droit. Alors là, c'est très intéressant. On va entendre, par exemple, un juge consulaire du tribunal de commerce de Paris qui va nous expliquer quels sont les tests qu'ils font déjà à partir de l'IA. Et puis, le troisième temps fort, eh bien, c'est la formation. Donc, réunir autour de la table des enseignants-chercheurs pour réfléchir sur la manière dont nous, universitaires, allons former les juristes de demain. Est-ce qu'on doit changer nos méthodes ? Est-ce que ce sont des compétences nouvelles qu'on doit enseigner à nos étudiants? Voilà les grands enjeux. Donc on voit que l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit est assez fondamental. En tout cas, ça ouvre de nouvelles perspectives. Quelle est la suite justement pour ce projet Larty après cette journée d'études? Quels sont les nouveaux projets qui peuvent découler, les nouvelles perspectives? Alors, on en est au début de la réflexion parce que l'IA vient d'émerger finalement dans ce secteur. Nous sommes au stade du test. On ne sait pas encore ce que va nous apporter réellement l'IA. Est-ce qu'on va gagner du temps? Est-ce qu'on va gagner en qualité? On n'en sait rien encore. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des enjeux très importants au niveau des droits fondamentaux, et la CNIL s'est saisie de cette question. Elle va rendre un rapport sur l'articulation de l'usage de ces outils IA avec la protection des données à caractère personnel, parce que certes, on va tous utiliser ces outils, mais faut-il encore le faire dans de bonnes conditions? Et le Conseil d'État mène aussi une étude sur
sur ce sujet. Donc, on va entendre Thierry Tuyotte, qui est président de la section de l'intérieur au Conseil d'État, nous présenter leurs réflexions. Donc, à terme, ce que l'on souhaite, c'est poursuivre, évidemment, accompagner, faire ce travail d'accompagnement en tant que chercheur et en tant qu'enseignant du droit. Alors justement, vous évoquez la protection des droits fondamentaux. Quels sont les principaux défis et les opportunités que vous identifiez dans l'utilisation de l'IA pour l'enseignement et l'histoire du droit? Vous avez évoqué les archives. Alors, je ne saurais dire à ce stade exactement quelle incidence cela va avoir. Est-ce que c'est un plus pour nos étudiants? Est-ce que, au contraire, ça risque de les mettre dans une situation où l'apprentissage va être plus délicat? Je prends un exemple. Pour être un bon juriste, il faut savoir lire un arrêt assez rapidement. C'est comme du calcul mental, il faut s'entraîner. Donc on a des exercices pour ça s'appelle une fiche d'arrêt. Et la répétition, l'entraînement fait qu'ensuite on regarde un arrêt, on lit en diagonale et on en tire les enseignements principaux. Cet exercice-là, on peut le faire dès aujourd'hui avec une IA en 2 secondes. Donc, est-ce qu'on doit donner encore cet exercice à faire à nos étudiants? Est-ce que c'est une compétence qui n'est plus utile pour les juristes puisqu'on peut produire le même résultat à l'aide d'une IA? Voilà les grands enjeux qui se posent aujourd'hui. Et donc, on est bien en peine aujourd'hui de savoir si c'est un plus, si c'est quelque chose qu'il va falloir simplement accompagner parce qu'on n'a pas le choix. Et pour cela, eh bien, il faut être nombreux à réfléchir et à fédérer nos expériences. Alors j'imagine, vous avez parlé des étudiants, qui a le défi aussi de la formation des nouvelles générations à ces outils, d'expliquer aussi les hallucinations que peuvent produire les intelligences artificielles génératives. Donc vous, en tant qu'enseignante, en tant que professeur de droit, il y a aussi de la pédagogie à faire à ce niveau-là? Alors, il y a de la pédagogie à faire auprès de nos étudiants et nos étudiantes. Il y a de la pédagogie à faire auprès de nos collègues, parce que c'est aussi une transformation pour chacun et chacune de nous. Il va falloir penser des nouvelles méthodes pédagogiques, il va falloir penser de nouvelles évaluations. Donc, c'est assez vertigineux. C'est une transformation qui doit absolument être accompagnée, parce que les enseignants-chercheurs ne sont pas armés pour faire ça tout seuls. Est-ce que vous avez déjà des lignes directrices dans le corps professoral quant à l'utilisation de ces outils? Alors, l'objectif du groupe de travail que l'on a monté au sein de la Graduate School Droit, que j'anime, est de justement rédiger une charte des bonnes conduites de l'IA et surtout montrer à nos étudiants qu'ils ne sont pas seuls dans cet apprentissage-là, qu'on va les accompagner et qu'il y a des précautions à prendre, c'est certain. Donc, notre objectif, c'est d'ici la rentrée, avoir constitué cette charte et ces cahiers de bonne conduite. Pour finir, en un mot, qu'est-ce que vous attendez de la journée d'études du 11 février prochain? J'attends qu'il y ait un vrai dialogue entre ceux qui vont présenter ces outils au cours de la journée. On a plusieurs acteurs qui vont nous présenter ces outils. Et puis ceux qui sont en prise avec la pratique et leur expérience, et qui est une vraie rencontre en vue d'un travail collectif par la suite. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la clause d'exclusivité dans un contrat de travail.